Nous allons demander à Claude Savornin de nous parler de Paul Jouve, 1894-1959, un homme et un parcours hors du commun au service de la patrie et de l'humanité. Bien, nous allons quitter un petit peu le technique pour revenir un petit peu en arrière et parler d'histoire. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je vous remercie de me permettre de parler d'un homme qui a particulièrement mérité, un de nos anciens particulièrement méritants, qui a vécu à une époque où il a été impacté par les deux guerres mondiales, et ceci dans cet anniversaire, 80e anniversaire de la Libération. Avant de parler de l'homme lui-même, je voudrais évoquer quelques lignes que je soumets à votre méditation, que j'ai retrouvées dans un écrit de Paul Jouve qu'il a fait avant de disparaître, qu'il a intitulé Retour en arrière et dans lequel il évoque la période de la Libération. Et je vous le lis. Les meilleurs des résistants ont été des simples, des inspirés, des purs. Ils étaient peu nombreux. Désignés par l'envahisseur comme des terroristes, voués après capture, à la mort après le martyre. À la libération, le champ désert de la lutte clandestine est devenu la jungle peuplée de la victoire sans mérite. La petite caravane silencieuse des résistants a été remplacée par une horde bruyante et innombrable au sein de laquelle les pèlerins de la résistance sont presque oubliés pour la plupart. Je vais vous parler maintenant de cet homme qui a vécu pendant 65 ans, qui est né à Saint-Agrève et qui s'est installé comme chirurgien dans mon département de naissance, le 04. Et cet homme qui a eu de multiples activités aimait dire « je suis chirurgien d'abord ». Et voilà sa photo de l'époque où il venait de s'installer dans le département 04. Il est né le 18 juin donc 94 en Ardèche et à l'âge de 8 ans est survenue une catastrophe dans sa région, l'effondrement d'un viaduc SNCF en construction. Il y a eu 9 morts qui n'ont pas pu être secourus et il a dit à sa famille plus tard « je serai médecin ». Après des études primaires à Saint-Agrève où il est né, il est allé au lycée de Valence et a débuté ses études de médecine à Lyon. Là, la Première Guerre mondiale éclate, il est mobilisé comme fantassin, vous voyez, même pas comme infirmier, en 1914, et il se retrouve à Salonique pendant 3 ans avec le corps expéditionnaire de l'armée d'Orient. Il contracte une amibiase qui fait qu'il est rapatrié sanitaire. Revenu en France, il se porte volontaire, il veut rebondir, volontaire pour l'aviation. Et l'aviation débutait, et ceci jusqu'à obtenir son brevet de pilote aviateur en Lorraine. Ces appareils étaient peu maniables à l'époque et il est victime d'un accident en vol. Son appareil accroche le clocher d'un village voisin. Il est gravement blessé, mais survivant. À la fin de la guerre, il a le grade de sergent-pilote, 2 décorations, et il est démobilisé en 1918. Vous voyez à droite la photographie de son brevet de pilote avec sa photo en tenue, et à gauche la photo devant son appareil d'époque. Il reprend alors ses études de médecine à Lyon, après l'armistice de 1918, externe puis interne en 1924, comme son épouse Marguerite, qu'il a connue en 3e année de médecine, et il passe chez les grands patrons lyonnais de l'époque. Paul Santi, que j'ai encore vu opérer sur la fin de sa vie, alors que j'étais étudiant, Marcel Bérard, Louis Tixier et d'autres. Et il est docteur en médecine le 24 février 1928. Il s'installe à Digne la 2e année. Et à l'époque, il n'y avait que 2 chirurgiens pour le département 04. Et il est le 2e de ces chirurgiens. Il opérait à Digne, à Manosque, à Sisteron, jusqu'à ce que le Conseil de l'Ordre, après 1941, décide qu'un chirurgien ne devait opérer que dans une même cité. Vous imaginez la quantité de travail qu'il avait, avec des déplacements qui n'étaient pas pratiques sur les routes de l'époque. Voilà sa photo de 1924. Paul Jouve est au premier rang à l'extrême gauche à côté de son épouse.
Et si je peux me permettre, eh bien, vous voyez que la tenue de ces étudiants-là à l'époque, puisque à 30 ans, il débutait sa formation chirurgicale à cause de la guerre, était quelque peu différente de celle des étudiants du même niveau à notre époque. À Lyon, tous les semestres, la tradition est à une photo de service. Le voilà ici à l'extrême droite au premier rang dans le service de Marcel Bérard, qui est au milieu, le grand patron de l'époque. Le voilà avec Paul Santi. Paul Santi est à l'extrême gauche au premier rang et Paul Jouve est à l'extrême droite, toujours au premier rang. Il a passé 2 années chez Paul Santi, qu'il a particulièrement apprécié en 1928. Il est diplômé docteur en médecine et vous voyez que les diplômes sont toujours les mêmes, n'ont pas changé au cours du temps. Il a eu des appréciations élogieuses. Ici, du professeur Texier qui le déclare apte à diriger un service de chirurgie. Ici, celle de Paul Santi qui parle de sa probité morale et de son souci du perfectionnement. Cet homme s'est avéré être un organisateur et un visionnaire. En 1933, il a créé la mutuelle chirurgicale des Basses-Alpes, appelée maintenant Alpes de Haute-Provence. En 1934, sa passion pour l'aviation étant intacte et il pense au développement de l'aviation pour le transport, il crée l'aéroclub, le premier aéroclub des Basses-Alpes. En 1935, il crée, à l'époque de la tuberculose et de ses complications ostéo-articulaires, la clinique héliothérapique d'Aiglun. Il achète le château d'Aiglun, village proche de Digne, au sud-ouest de cette localité, et il traite là les localisations osseuses de la tuberculose. Et c'est son épouse Marguerite qui s'occupera au quotidien des patients, lui intervenant en cas d'indication opératoire. Voilà cette clinique héliothérapique dans le château. Ce bâtiment existe toujours, mais a été vendu en guise d'appartement. Et vous voyez les malades là, qui sont exposés au soleil de manière très progressive. Éclate ensuite la Deuxième Guerre mondiale, il n'accepte absolument pas cet armistice et en 1939, il est remobilisé. Son premier acte de résistance est en 1940, il stocke du matériel médical à la clinique. L'armée localement lui donne des couvertures qu'il transférera après au maquis de Thouars, petite cité la plus proche de Digne. Il accueille des juifs déguisés en faux malades pour s'opposer aux lois antisémites. Et il donne des soins aux maquisards qui vont être de plus en plus nombreux et surtout à partir de novembre 1942. Pourquoi cette date? Car vous savez qu'à ce moment-là, les Allemands franchissent la ligne de démarcation. Il y a eu le débarquement en Afrique du Nord au cours de l'opération Storch et les Allemands ont peur qu'ensuite il y ait un débarquement sur les côtes de Provence qui ne va pas manquer d'ailleurs de se produire. Et ce service du travail obligatoire fait que les jeunes ne veulent pas partir en Allemagne et se réfugient dans les maquis. Et en 1943, il y a 23 maquis dans le département 04, donc 5 dans la seule vallée de l'Ubaye avec plus de 1500 maquisards. Et vous imaginez qu'il a fallu organiser tout ceci. L'alimentation était un problème délicat à cette époque. Il faut savoir que l'occupant se servait en premier sur les denrées qu'on avait en France. Et alors, il a acheté un troupeau de moutons qui, pâturant sur les terres de la clinique, qui a permis d'améliorer l'ordinaire. Et il fallait déclarer tout ceci. Alors, il faisait abattre les moutons pendant la nuit, de façon clandestine. Voilà comment lutter contre les prescriptions. Voilà ce château que vous voyez au milieu de la photo. À côté, il a fait organiser une bergerie donc pour ses moutons et un bâtiment a été réservé pour le personnel de cette clinique héliothérapique, sachant que lui opérait à une clinique, la clinique du Sacré-Cœur, au centre de Digne, en plus de l'hôpital de Digne. En 1941 apparaît le Conseil de l'Ordre des médecins et il en devient le premier président. Et en 1943, il progresse un peu dans la résistance et il devient le correspondant des services secrets anglais du réseau Buckmaster, et dirigé dans 2 départements par un colonel anglais, alias Roger, Francis Cammaerts, et aussi sur le plan militaire par le colonel français Zeller. Il accueille alors à la clinique 2 radioémetteurs en 1943
Ces radioémetteurs étaient déguisés en faux malades la journée et la nuit, montaient sur le toit, délivraient leurs messages, l'un en relation avec Alger, l'autre en relation avec Londres. Et c'est Paul Jouve qui, avec l'ambulance de la clinique, déplace ces radioémetteurs tous les 10 jours, car les Allemands, par radiogonométrie, repéraient les sites et sinon les radioémetteurs se faisaient capturer. J'ai retrouvé au Conseil de l'Ordre du 04, grâce à l'amabilité de son président, qui est un ancien élève du lycée Gassendi comme moi-même, le premier compte-rendu de la première réunion du Conseil de l'Ordre du 04, qui a eu lieu le 1er août 1941, avec Paul Jouve comme président. Je suis désolé de la mauvaise qualité de cette photo parce que le document a déjà vieilli un petit peu. Alors, faire de la résistance à l'époque, c'était pas de tout repos et c'était particulièrement dangereux, car il y avait de la délation et de la répression, et non seulement des Allemands, mais aussi de Vichy. Pour les Allemands, il y avait la Gestapo, la Feldgendarmerie, il y avait le service secret l'Abwehr, et là a été créée une 8e compagnie Brandebourg, qui était une unité constituée de Français qui, parlant sans accent, pouvaient infiltrer les maquis et ont fait d'énormes dégâts. Et ceci, et on sait que Kaltenbrunner, dès 1943, avait établi une sorte d'organigramme de la résistance en France. Hein. Les Allemands étaient très actifs. Et Paul Jouve a soigné des soldats allemands, mais aussi des collaborateurs, tant qu'il l'a pu, et il a ainsi échappé à cette répression vers le milieu de 1944. Il ne faut pas oublier que résistant, pour les Allemands, égalait terroriste et égalait peine de mort. Mais au milieu de 1944, il doit fuir devant la Gestapo. Heureusement, il avait de bonnes informations. Il a fait alors 30 km à pied par la montagne pour se diriger jusqu'en pays de Seine où il est accueilli et avec quelques membres de sa famille, car ses 3 garçons aînés étaient aussi résistants. Et c'est à partir de là qu'il dirige la résistance pour le département 04. Il faut savoir qu'à Seine-les-Alpes existait un terrain de parachutage, Seine-le-Fanget, au niveau duquel, en août 1944, il y a eu des parachutages presque toutes les nuits. Du matériel destiné à la résistance, armes, vêtements, argent aussi, dont une partie partait dans la vallée de l'Ubaye. Et voilà où se tenaient nombre de réunions entre Paul Jouve, le général Zeller et Francis Camaert, qui est colonel anglais, dans l'arrière-boutique de ce tabac-presse qui existe toujours à Seine-les-Alpes, qui s'appelle l'Edelweiss. De temps en temps, il y avait quand même des perquisitions à la clinique. Et il y en a eu une terrible le 2 juillet 1944 par les Allemands. Mais heureusement, toute la famille Jouve était dans le maquis, Paul, son épouse Marguerite et ses 3 garçons résistants. Il restait sur place que la belle-mère de Paul Jouve, dont elle avait une photo de son frère, de l'Estre, qui était général et qu'elle avait mis sur le bureau de la maison familiale. Les Allemands, dans la clinique, avec un médecin militaire allemand, ont ouvert tous les plâtres, tous les pansements pour voir s'il ne s'agissait pas de blessés par balle. Et après, ils ont voulu voir la maison familiale à côté. Et la belle-mère de Paul Jouve a eu l'idée géniale de conduire le chef allemand devant la photo de son frère. Et le chef allemand, au vu d'un général en uniforme, il a dit on ne visite pas la maison d'un général français. Il a salué, il a tourné les talons et il est parti. Donc beaucoup de chance, car le fils aîné de Paul Jouve, qui était résistant, avait caché un revolver dans le piano. Et la dangerosité de médecins et de résistants fait que dans ce département du 04, 2 médecins généralistes ont été fusillés à Signes dans le Var le 18 juillet 2024, suite à la rafle d'oraison, où l'ensemble du comité de libération de ce département a été capturé. Et ceci est dû à la 8e compagnie Brandebourg, où les membres de cette compagnie de Brandebourg se sont déguisés en faux résistants, ont fait une opération avec des armes en tirant en l'air, par exemple,
On fait croire qu'ils avaient des blessés parmi eux et on demandait à la population d'appeler les médecins qui soignaient habituellement les résistants. C'est comme ça que ces 2 médecins ont été capturés. Un troisième, qui était juif, dans son infirmerie clandestine, a été déporté. Et un médecin de Banon a été emprisonné au Baumettes. Il est le seul à en être revenu. Heureusement est survenue la libération de Digne le 20 août 1944. Paul Jouve était alors titulaire de 6 décorations, dont la médaille anglaise de l'Empire britannique, que je vais vous montrer tout à l'heure. Le voilà un uniforme de médecin-capitaine lors du défilé de la Libération en 1944. Et voilà cette médaille que j'ai pu prendre dans ma main, son petit-fils Michel Jouve m'ayant permis d'accéder à toutes ses archives familiales. C'est alors une petite période de gloire pour lui. Il est maire de Digne en 1944, il est sénateur en 1951, mais les affres de la vie ne l'oublieront pas, car il va perdre ses 3 fils résistants dans des conditions accidentelles. En 3 ans de suite, les 2 premiers à 1 mois d'intervalle en 1954, un en voltige aérienne, car il avait la même passion aéronautique que son père, un est écrasé sous son tracteur, et le troisième était lieutenant de la LAT en Algérie, a été en 1957 abattu dans son avion d'observation. Paul Jouve est ainsi décédé le 25 mars 1959 et la famille Jouve avait déjà perdu 2 filles en bas âge de la diphtérie. Et il existe maintenant une avenue Paul et Marguerite Jouve à Églun, dans ce département 04. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Question de... Bonjour, merci pour cette présentation. C'était très, très intéressant. Moi, l'historien, j'adore ce type de présentation, évidemment. J'ai juste une petite précision à apporter. Vous parlez du Conseil de l'Ordre des médecins en 1941. Faut pas, c'est important de préciser. C'est le Conseil de l'Ordre mis en place par le maréchal Pétain, le Conseil supérieur des médecins. Le vrai Conseil de l'Ordre, celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors, celui-ci a été, abrogé par les lois promulguées par le général de Gaulle. Et le vrai Conseil de l'Ordre que nous connaissons, il a été mis en place et créé par le général de Gaulle en 1945. C'est juste une petite précision importante. Voilà, c'est tout. Je connaissais cet élément, je n'ai pas voulu en parler. Ouais, merci. Alors, Marguerite Jouve, oui. Donc elle était interne en chirurgie aussi. Absolument. Non. Médecine. D'accord. Médecine, oui. Voilà. Et elle apparaît sur les photos du service de Santi et Bérard. Non, elle apparaît sur la photo de la promotion d'internat. Elle est au premier rang à côté de son mari. Voilà. Okay. Ils ont eu 7 enfants, 2 filles décédées de la diphtérie, donc vous voyez qu'ils se lissaient à l'époque. Hein. Voilà. Et 3 garçons qui ont été résistants aussi et qui sont morts accidentellement. Voilà. Donc pour une famille, c'est assez dur. Mais le service de Bérard et Santi, c'était un très grand service. C'est eux qui ont un peu... Enfin, ils ont été parmi ceux qui ont démarré la chirurgie thoracique, ceux qui ont fait la première pneumonectomie en France. Alors, ce n'était pas un cancer, hein, mais... et quand j'étais étudiant, avant la guerre. Quand j'étais étudiant, M. Santi opérait encore à la clinique du Parc et se faisait aider par ses élèves, ses anciens élèves qui étaient professeurs de clinique chirurgicale. En fait, ah oui. Il est mort très tard et d'ailleurs, oui, on a dit qu'il était mort en consultation. Oui. Et un jour, il a dit à mon ancien maître Paul Maillet, je vous lègue ma clientèle. C'était des gens quand même particulièrement âgés. Hein. Oui, une question? Je complimente, monsieur. Votre histoire est extrêmement émouvante. Ces histoires sont très demandées par les résistants. Il existe une revue, c'est Mauthausen. Peut-être connaissez-vous cette association qui serait très demandeuse d'avoir votre document. Et vous pourriez en faire un livre tout à fait élogieux de cette époque. Merci, monsieur. J'ai fait un petit fascicule déjà, voilà. Merci bien. Oui.